Bonjour, bienvenue sur le plateau de Hommes et Pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais on oublie souvent de dire que derrière de grandes femmes se cachent également de grands hommes qui n'hésitent pas à s'engager pour que les droits des femmes soient respectés. Pour les mettre en lumière, une fois par mois, Femmes et Pouvoir donne la parole à un dirigeant pour partager son témoignage avec le grand public. C'est une façon de casser les idées reçues sur les hommes de pouvoir, car le combat des femmes ne saurait être gagné sans l'apport des hommes. Notre invité du jour s'appelle Richard Boni-Oro. Il est politologue, consultant en démocratie et société, conseiller chez Peak Partners. Il est marié, 4 enfants, originaire du Bénin et il vit à Montréal. Monsieur Boni-Oro, bonjour. Bonjour Carole, bonjour à vos auditeurs. Bienvenue sur le plateau de Hommes et Pouvoir. Si Merci. vous êtes là, c'est que vous êtes un homme de pouvoir qui n'a pas peur des femmes de pouvoir, c'est ça? Ça se dit comme ça, oui. Alors, quand je dis la première image qui vous vient en tête quand je dis femme et pouvoir, à quoi est-ce que vous pensez tout de suite? Oh, spontanément, je dirais, je pense à Angela Merkel. Il faut reconnaître qu'elle a quand même réussi à surmonter beaucoup de crises là où des hommes n'ont pas pu. Nicolas Sarkozy a été débouté au bout d'un mandat. François Hollande aussi n'a pas pu résister à un second mandat. Donc, je pense que femme au pouvoir, Angela Merkel résume bien. Très bien. Alors, que signifie pour vous le mot pouvoir? Alors, pouvoir, moi je dirais que ça parle de l'ensemble des conditions qui permettent à une personne de pouvoir agir sur des positions. Bien évidemment, il y a il y a plusieurs catégories de pouvoir, mais celui que je préfère le plus, c'est celui qui permet de faire avancer les choses. Et comment cet outil pour faire avancer les choses se dessine pour vous sur le plan personnel et professionnel? Alors, sur le plan personnel, je dirais plutôt familial, puisque je suis assez casanier. Sur le plan personnel, pour moi, mon pouvoir, je l'exerce surtout pour créer du consensus. Vous savez, j'ai horreur de l'injustice et surtout, à travers, quand vous avez des enfants qui commencent à avoir un certain âge, ils ont besoin d'équilibre, donc il faut pouvoir créer de l'harmonie au sein de la famille. Et dans mon milieu professionnel, vous savez, en tant que politologue, socio-économiste, excellent dans le domaine de la finance, mon pouvoir, c'est surtout ma capacité à réduire ma marge d'erreur, à faire avancer les choses, puisque la moindre erreur dans mon domaine serait une grosse catastrophe. Donc, mon pouvoir, je le mets à la disposition de mes compétences pour faire évoluer les choses, pour que mon équipe et moi, nous soyons en harmonie. Voilà. Donc, en fait, le pouvoir, vous l'utilisez dans le sens de l'excellence. Exactement. Et c'est le mieux, je pense. On entend souvent dire que les femmes qui ont du pouvoir, qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que c'est la même chose pour les hommes? Et si oui, qu'est-ce que vous avez sacrifié? Je pense qu'en tout temps, pour évoluer, on sacrifie toujours quelque chose. Quel que soit pour obtenir du pouvoir ou pour obtenir un avancement, ou même pour reculer, on sacrifie quelque chose. Personnellement, oui, j'ai sacrifié quelque chose que je regrette beaucoup aujourd'hui. J'ai préféré maintenir mes positions politiques à un moment donné que d'aller voir ma mère qui souffrait du cancer. Et la seule chose qui comptait pour nous en ce moment-là, c'était la présence l'un de l'autre. Et je n'ai pas pu le faire parce que je maintenais mes positions par conviction. Oui, j'ai sacrifié ma mère, je peux le dire comme ça. En effet, c'est un gros sacrifice. Très gros. J'y comme ça. Quelle est la réflexion la plus sexiste ou la plus machiste que vous ayez entendue et comment vous avez réagi? Je m'en souviens toujours, vous savez, j'écoutais la télévision une fois et j'ai entendu une dame dont je tais le nom qui disait, c'est une béninoise, une compatriote qui disait, moi, quand des femmes ont des problèmes et qu'elles viennent me voir, je leur dis, est-ce que ton mari t'a trompé? Et puis quand elle dit oui et qu'elle souffre, je lui demande, est-ce qu'à la maison, tu as tout ce qu'il faut pour manger? Est-ce que tes enfants sont bien portants? Est-ce que tu as un toit? Alors moi, pour moi, je trouve ça hautement sexiste, surtout venant d'une femme au XXIe siècle qui pense que le bonheur de la femme, c'est quand elle a un foyer, quand son mari lui donne à manger et tout le reste. Je pense que non seulement c'est réducteur, mais ça régresse sur le plan sociétal. Et pour moi, c'était hautement sexiste. Et depuis ce temps, j'ai commencé à te considérer cette personne. Mais c'est peut-être lié à un contexte culturel parce que
Parce qu'on sait très bien que dans les pays africains majoritairement, à l'extérieur, la femme, elle ne démontre pas qu'elle a du pouvoir et que son statut social se détermine aussi par rapport à son statut marital. Je pense que c'est le genre de culture qu'il faut combattre aujourd'hui. Il faut pas résoudre les femmes seulement à être des objets de foyer, les gardiens du foyer. Dans un monde qui veut se développer, on ne peut pas demander à la majorité, à 50% de la société de rester à la maison, de faire des enfants, alors que 50% de la société vont chercher de quoi manger. Je pense que c'est totalement déséquilibré. Et pour qu'il y ait développement, il faut de l'harmonie. Moi, je pense à un milieu où il y a de l'harmonie. Je ne pense pas que des personnes doivent rester à la maison pour que d'autres aillent apporter à manger. Non. Surtout que ceux qui sont voués à aller chercher à manger à l'extérieur y arrivent de moins en moins. Donc, Bien évidemment, donc, l'épanouissement doit être collectif et ne doit pas être exclusif. alors, on a dit que vous étiez originaire du Bénin, mais vous vivez au Canada. Quel regard vous portez sur la femme noire dans les lieux de pouvoir? Bon, je pense que les femmes, de façon générale, en situation de pouvoir, excellent très bien. Je viens de vous parler d'Angela Merkel, mais sur le terrain africain aussi, beaucoup de femmes africaines en milieu de pouvoir ont mieux fait que des hommes en milieu de pouvoir. Je vois aujourd'hui Mme Rekia Madougou, qui est une compatriote qui excelle bien. Elle vient de réaliser un webinaire sur le financement du post-Covid-19, qui a regroupé quand même d'excellents personnalités à travers le monde entier, Lionel Zissou, le président sud-africain, beaucoup de ministres africains, et elle se bat aujourd'hui aux côtés des chefs d'État africains afin que le modèle économique qui a duré depuis 60 ans, 30 ans pour les plus modernes soit revu, afin que l'épanouissement soit inclusif et que rien que un petit nombre de personnes ne soient heureux au détriment de l'ensemble. Donc, je pense que des femmes en pouvoir ont, de toute façon, j'ai toujours considéré que le pouvoir est beaucoup plus féminin. Depuis la nuit des temps, si je peux me permettre de parler comme ça, les femmes en pouvoir ont toujours réussi au début, elles canalisaient, elles créaient de l'harmonie en famille. Quand elles sont sorties de la famille et qu'elles sont allées en société, elles ont continué de créer de l'harmonie. Et je pense que les femmes sont en situation de pouvoir sont meilleurs que même nous, les hommes. Et on devrait les encourager davantage. Quelle analyse politique vous faites du mouvement Black Lives Matter? Alors, le mouvement Black Lives Matter, c'est un mouvement que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai soutenu de ma position. Et je pense que, vous voyez, le mouvement Black Lives Matter, comme son contraire, le Ku Klux Klan, porte une idéologie. Mais, le mouvement Black Lives Matter plutôt porte une idéologie de conquête, c'est-à-dire d'aller chercher à conquérir l'opinion de ceux qui sont encore sceptiques, ceux qui pensent, ceux qui ont des idées, ceux qui ont des positions de pouvoir, mais qui ne les exercent pas réellement pour éradiquer le racisme, ceux qui sont encore retranchés et qui n'ont pas et qui ne se positionnent pas réellement, officiellement sur le sujet. Le mouvement Black Lives Matter compte conquérir ces personnes-là et leur dit, il est temps maintenant de vous positionner clairement sur cet enjeu qui devient un enjeu grave. Soit vous positionnez, vous essayez d'utiliser vos pouvoirs pour lutter efficacement contre ce phénomène, ou nous restons ensemble en harmonie, ou nous périssons ensemble. Et c'est ça toute la noblesse, c'est qu'il y a un mouvement Ku Klux Klan ou tous les mouvements suprémacistes qui eux, comptent exclure une partie de la population et maintenir leur position sur leur cou afin de les empêcher de respirer, comme ça a été le cas de George Floyd. Et il y a de l'autre côté, il y a un mouvement qui dit non, nous voulons conquérir ceux qui sont encore sceptiques parce que ceux-là ont la capacité de dire aux autres, écoutez, voilà comment est-ce que nous pouvons vivre en société. Ces personnes ne sont pas des démons, ces personnes sont partie intégrante de notre société. Des êtres humains comme Oui, nous. partie intégrante de notre société, des êtres humains comme nous, il faut les considérer comme tels et ensemble créons de l'harmonie pour développer notre société. Et je pense que c'est là toute la noblesse du mouvement Black Lives Matter. Quelle résonance pour les États africains? Tout à l'heure, vous avez parlé de Rekia Madougou, sa capacité à mobiliser d'autres chefs d'État sur des enjeux de société comme
l'évolution de notre société post-Covid-19. Mais semble-t-il qu'il y a quand même eu un gros silence de la part de pas mal d'États africains suite à l'événement de George Floyd et par rapport au mouvement Black Lives Matter. Donc, comment est-ce que vous expliquez ça? Quelle résonance ça a pour l'Afrique et pour les États africains et en termes d'image à l'international? Vous savez, quand on parle du silence des chefs d'État africains, beaucoup de personnes oublient aussi ceux qui se sont quand même positionnés sur le sujet. Le président ghanéen, plusieurs autres chefs d'État africains Absolument. ont L'Union dit quelque africaine chose. aussi s'est L'Union africaine positionnée. s'est Mais positionnée sur le en sujet. fait, on Mais de pensait façon sur la majoritaire, majorité, oui, en fait. la majorité ne se pas, et c'est bien déplorable que la majorité ne se soit pas positionnée parce que ce que nous oublions souvent en Afrique quand nous parlons de nos priorités, c'est que nous oublions l'image que nous renvoyons vers le monde. Que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, n'importe où au monde, quand on voit un noir, la première identité qu'on lui donne, c'est d'abord africaine. Donc, par conséquent, c'est de la manière dont en Afrique, nous nous respectons, nous positionnons, nous construisons notre société, nous orientons notre développement, que c'est ce qui permet c'est ce qui fait notre miroir à l'international. Donc, moi, je pense que ce silence-là de la part de la majorité des chefs d'État est un silence coupable. C'est qu'ils reconnaissent leur implication dans ce désastre qui aujourd'hui est en train de porter atteinte à des vies outre-Atlantique. Donc, pour moi, je dis, c'est déplorable. Il faut les aider. Il faut davantage de politiques responsables dans nos pays pour que la façon dont on nous regarde aujourd'hui comme des bêtes, comme des assistés, pour que dès que cette perception va changer, je pense que beaucoup de choses changeront pour les Noirs dans le monde entier. Très bien. Sur ces mots, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes avec Monsieur Richard Boni-Oro, qui est politologue, et nous parlions de la place de la femme dans la société, la place de la femme noire, l'engagement des États africains au niveau international pour savoir comment ils pourraient se positionner pour que l'image de l'homme noir puisse changer à travers le monde et surtout soutenir aussi le mouvement Black Lives Matter qui contribue à ce que la représentation sur les communautés noires et de toute la diaspora puisse changer. Monsieur Oro, si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Je porterai une femme au pouvoir et je serai son Premier ministre. Très bien. Je peux me porter candidate éventuellement? Oui, on verra ça. Très bien. Quel est votre coup de gueule et votre coup de cœur? Qu'est-ce qui vous énerve vraiment dans la société que vous aimeriez voir changer? Et qu'est-ce qui vous donne du baume au cœur, qui vous donne de l'espoir que vous aimeriez voir perdurer? Alors, je ne vais pas réfléchir longtemps pour vous répondre. Je suis souvent exaspéré quand on vous dit vous êtes Canadien, mais de quelle origine? Je trouve que les choses n'ont pas vraiment évolué de ce côté-là, surtout dans la société québécoise, où on est chaque fois obligé de vous demander, souvent amicalement, hein, sans, sans avoir l'air d'être fâché, les gens vous demandent quand même, vous êtes Canadien, mais vous êtes de quelle origine? Vous savez, ça fait... ça touche un peu, ça vous rappelle quand même que vous avez une origine et ça peut, pour certaines personnes qui ne sont pas très convaincues, ça peut freiner l'implication dans la société. Par contre, j'ai une forte admiration pour les couples qui ont de l'harmonie, que ce soit quel qu'en soit le genre de couple, hein, je ne suis pas limité dans ce sens-là, mais j'aime l'harmonie au sein des couples. C'est beau de voir quand l'amour réside, l'amour gère le monde. Et je pense que moi, quand je vois des couples qui sont en harmonie, quand des familles qui sont en harmonie, pour moi, il n'y a rien de plus. Et c'est surtout ce que j'aime dans la société québécoise. Je trouve qu'il y a beaucoup d'harmonie. La société elle-même permet l'harmonie dans la famille, elle permet le bonheur familial. Et pour moi, j'ai une grande admiration pour ça. Je pense que c'est un point très important dont on ne parle pas souvent
mais qui justifie peut-être un peu la dégradation de tous les maux que notre société elle rencontre aujourd'hui. Je partage vraiment ce point de vue parce que je pense que c'est vraiment le socle de tous les développements, de tous les épanouissements. Et je trouve ça très admirable de votre part de penser ça, parce que, ou en tout cas de le témoigner, parce que certainement beaucoup d'hommes doivent le penser, mais ne le disent pas assez haut et assez fort. Donc, merci pour ça. Quelle est votre citation préférée? Oh, elle est de moi-même. Je dis souvent que les personnes qui connaissent que les arguments ne connaissent mal leur mission. Les personnes qui connaissent que leurs arguments connaissent mal leur mission. Oui. Parce que ces personnes sont autocentrées. Okay? Elles ne voient pas au-delà de ce qu'elles pensent faire du mieux. Et des personnes comme ça en équipe ne faut pas avancer l'équipe parce que travailler en équipe suppose qu'il faut écouter tout le monde, il faut tenir compte de tous les avis et il faut tenir compte de l'écosystème de la situation en contexte. Or, les personnes qui ne connaissent que leurs arguments pensent que ce sont elles qui ont raison et ça fait tout chambrer. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Je serais très beau et gras, ours brun. Je les, je les adore, les ours. Je les adore. Je pense que c'est un des animaux qui ne vous attaque pas tant que vous ne les attaquez pas et qui passent leur chemin, qui ont une belle. Moi, je trouve que les ours sont très mignons. C'est Très vrai bien. que notre société d'aujourd'hui préfère plus les personnes musclées qui vont à la salle de gym. Mais moi, j'aime ce qui est gras. Très bien. Si vous étiez une voiture, laquelle seriez-vous et pourquoi? Alors, sur ce point de vue, je suis un peu bipolaire. C'est que j'aime bien la Tesla parce elle est une voiture éco-énergétique et tout. Mais pour moi, personnellement, si j'étais une voiture, je préfère la Ford F-150. Pour moi, c'est une voiture complète qui peut tout autant faire euh, tout le travail qu'on peut lui demander ici en Amérique du Nord, faire la route, trimballer des affaires, et en même temps être une voiture de gentleman où vous pouvez être bien habillé avec une petite famille, être là-dedans et puis passer du bon temps. Pour moi, j'aime la Ford F-150. Ouais. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? J'adore Montréal, mais ma ville de cœur, franchement, c'est Parakou, la ville dans laquelle je suis né, au Bénin. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé d'apporter une photo, un objet, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la masculinité. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? Je ne l'ai pas apporté, peut-être que je vais me la transférer. Je ne l'ai pas apporté parce que ça donnerait peut-être l'impression d'être trop centré sur moi, mais c'est faux. Parce que l'image que j'ai en tête euh, qui me fait, qui rappelle la masculinité pour moi, c'est une image de moi, ma mère, et quand nous étions tout petits. Parce que ma mère, pour moi, elle incarne en fait tout ce qu'on attribue au masculin aujourd'hui. Ma mère a incarné ça tout le long de sa vie. C'est une femme monoparentale qui s'est battue toute seule pour ses enfants. Elle a été notre mère, mais surtout, et beaucoup de fois, notre père. C'est elle qui allait régler tous les problèmes à l'école. Et je dois vous dire que quand nous étions à l'école, mes soeurs et moi, père, beaucoup sont décédés. Quand nous étions à l'école, nous étions des enfants terribles. Et c'est elle qui allait régler tous nos chicanes à l'école. C'est elle qui, en même temps, qui allait chercher de l'argent pour que nous puissions manger. Donc, c'était l'homme, mais surtout la femme et l'homme à la maison. Pour moi, ça incarne tout ce qu'on veut nous faire dire aujourd'hui par la masculinité. Très bien. Notre émission touche déjà à sa fin, donc vraiment, avant de conclure, j'aimerais vous demander, d'une part, quel message vous avez envie de livrer pour les hommes qui regardent cette émission? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent en tant qu'hommes de pouvoir et comment est-ce qu'ils pourraient contribuer encore plus à ce que la société elle soit plus juste, plus égalitaire? Quel message vous avez pour eux? De vous à moi, je dirais, comme ça se dit traditionnellement, qu'il faut renforcer
la place de la femme au sein de la société. Mais je trouve que c'est honteux de le rappeler à chaque fois. C'est d'ailleurs une honte même de dire qu'il faut faire de l'égalité du genre au XXIe siècle. Pour moi, je trouve ça totalement impensable qu'on soit encore à rappeler. Ça veut dire que notre société n'a pas vraiment évolué. Qu'on soit encore à rappeler, pendant que nous avons évolué, nous sommes passés du téléphone de maison au téléphone cellulaire et bientôt à beaucoup plus de choses. Nous sommes dans un monde qui est en perpétuel mouvement. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui va se passer demain. On peut se réveiller demain matin, puis on nous dira, écoutez, monsieur, tout va bien. La COVID-19, nous avons trouvé un remède et tout va bien. Le monde d'aujourd'hui est capable de beaucoup de miracles, mais nous sommes encore à penser à la place de la femme au sein de la société. Je trouve ça honteux qu'on soit encore à faire ce débat-là. Alors, je ne vais pas me dérober. Je vais quand même faire comme c'est fait traditionnellement et demander aux hommes, chers messieurs, nous ne pouvons pas prétendre vivre dans un monde égalitaire, équilibré, qui veut aller de l'avant et ignorer 50% de la société, de notre monde. C'est totalement impossible. Non seulement ce n'est pas rationnel, mais ce n'est même pas humain. Donc nous devons avoir un peu d'humanité, même beaucoup de rationalisme pour dire aux femmes, vous n'êtes pas femmes, vous êtes juste des êtres humains, tout comme nous aussi, nous ne sommes pas forcément des hommes, nous sommes des êtres humains et nous devons nous donner la main et travailler ensemble pour faire évoluer notre monde. Parfait. Monsieur Bonioro, vous êtes un homme de pouvoir. Quel est votre super pouvoir? Mon talent. Très bien. Ben, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ce moment de partage et de vérité. Merci pour ces beaux messages et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Carole. Je vous remercie pour m'avoir invité. Très bien. C'était Hommes et pouvoir, l'émission des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, mais évidemment sur notre chaîne Femmes et Pouvoir TV et sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.